Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de stop motion réalisé entre 1937 et 1946, c'est-à-dire entre deux longs métrages. Et nous allons nous focaliser dans cette vidéo sur les vieux briscards, ceux que l'on connaît déjà. Nous allons ainsi pouvoir faire un petit résumé de leurs différentes techniques d'animation, mais aussi de l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur leur vie et leur œuvre. Et honneur à la première d'entre elles avec Lotte Reiniger, une Allemande qui a réalisé le premier long métrage d'animation à nous être parvenu, et d'autres très beaux courts-métrages, la plupart inspirés de contes allemands. En 1936, elle est partie en Angleterre pour fuir le régime en place. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle réalise plusieurs films publicitaires, notamment pour l'agence de poste britannique, avec le soutien ou HBO. Pendant que son mari, Karl Koch, aide Renoir dans une scène d'animation pour son film La Marseillaise. Lorsque la guerre éclate, Lotte Reiniger et son mari sont en Italie, où Karl réalise 2 longs métrages en prise de vue réelle. Durant la guerre, ils sont forcés de rentrer en Allemagne pour s'occuper de la mère de Lotte. Pendant cette sombre période, le seul film de silhouette de cette époque sera La Poule aux œufs d'or, un très beau film qui raconte une histoire d'amour entre un jeune paysan qui trouve une poule dorée et, oui, je vous jure qu'elle est dorée, et une princesse. L'autre vient ici assez classique avec des contes, ce qui lui réussit tout de même mieux que les films publicitaires. Restons en Allemagne avec les frères Diel, qui, après leur long métrage sur les 7 corbeaux, ont continué de réaliser eux aussi des adaptations de contes. En cette période de nationalisme allemand, les contes de Grimm ont la cote. Les films des frères Diel sont toujours extrêmement beaux, ils donnent une atmosphère plus palpable que les silhouettes de Lotte, mais toujours avec un aspect onirique, ce qui s'y est très bien en compte. Ainsi, les 7 chevreaux sont tout mignons, le loup est vraiment terrifiant, le chat botté est plein de malice. Je mettrai un bémol sur le rat des villes et le rat des champs qui sont anthropomorphisés et qui sortent un peu du conte. Mais on a une chouette utilisation de l'alternance animation prise de vue réelle. Par contre, désolé pour La Belle au bois dormant, mais par rapport à la version de Reiniger, ça n'apporte vraiment rien. On retrouve leur style typique avec une animation très fluide, on dirait presque que les personnages sont humains, et pas ou quasi pas d'animation pour les bouches et les visages des personnages qui parlent en général avec des voix off. Mais le court-métrage des frères Diel le plus important dans cette période, c'est la course entre le lièvre et le hérisson. Non, pas la tortue. Les Allemands ont un hérisson. Ce hérisson qui n'a pas encore de nom va se révéler plus tard une mascotte très importante des enfants allemands et il aura bientôt sa propre série. Il utilise sa ruse et sa femme pour tricher à une course contre le lièvre qui s'était moqué de lui, donc il l'a bien cherché. On peut citer également Casper, Larifari et la boîte magique, qui malheureusement nous est parvenu muet, mais qui nous montre de belles choses. Traversons l'Atlantique pour retrouver Charles Bovers, dont la seule incursion avec la couleur se situe en 1939. Le Gaston Lagaffe du stop motion qui nous avait fait rire avec ses slapsticks mêlant prise de vue réelle et animation, s'associe au réalisateur Joseph Losey pour un petit film promotionnel dans lequel le pétrole et ses cousins arrêtent de servir l'humanité, causant ainsi un désordre économique mondial. Proléum et ses cousins est un film moins rigolo que d'habitude, mais avec une animation toujours impeccable. Durant la guerre, Charles Bovers tombe malade et a assez peu d'occasions de briller. Il nous est parvenu 2 autres petits courts-métrages à la sauce Tom et Jerry, qui sont toujours avec de superbes trucages et un humour absurde, mais le scénario est un peu trop décousu pour en faire de réels bons films. Ce sont les dernières réalisations de Charles Bovers qui se consacre à l'illustration de livres pour enfants, mais qui succombera en 1946. Son œuvre riche tombera dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte dans les années 2000.
Restons aux États-Unis avec le Hongrois George Pál, qui a quitté l'Allemagne en 1933 pour les Pays-Bas, où il continue de tourner des films publicitaires en stop motion. Il perfectionne sa technique de remplacement des têtes de figurines entre deux prises, afin de faire varier les humeurs et expressions de ses personnages. Ses films sont techniquement époustouflants et esthétiquement très beaux. Son style proche de cartoon lui permet de tourner des scènes de plus en plus humoristiques, de plus en plus absurdes, notamment avec La Belle au bois dormant, une autre publicité pour Philips, où des tentatives sont faites à différentes époques pour délivrer la belle, après une très belle séquence où la sorcière a endormi tout le château. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, George Pál arrive donc aux USA, où il est naturalisé grâce à son ami Walter Lantz. La Paramount va alors lui passer commande d'une série de courts-métrages animés. Les figurines leur confèrent des compétences proches des dessins animés, et George Pál les utilise en effet dans des cartoons en volume. Il leur donnera d'ailleurs le nom de Puppet Toons. Pour obtenir ces superbes rendus, il remplace les visages des figurines selon leur expression et mouvement. Chaque figurine étant dotée de membres qui peuvent être dissociés et remplacés pour améliorer le mouvement. Ce procédé a un coût, un épisode pouvant nécessiter 9000 changements, mais gros budget fourni par la Paramount lui permet de réaliser toute une série de petits courts-métrages de Puppet Toons pour lesquels il recevra un Oscar honoraire en 1943 pour le développement de nouvelles techniques et méthodes en animation. Parmi les Puppet Toons, on peut donc citer les impressionnants Philips Broadcast en 1938 et Philips Cavalcade en 1939, qui sont tous les deux des spectacles, musicaux d'une très grande richesse. Mais en 1941, George Pál commence donc des réelles histoires avec Oula Boula, une histoire drôle d'un naufragé qui sauve une indigène. Bien, les tulipes grandiront toujours, où là on voit un impact direct de la guerre, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour aux Pays-Bas, qui commence de façon toute mignonne, mais malheureusement la guerre arrive. Et les ennemis sont des tanks et des avions de métal qui lèvent le bras. Mais tout finit bien grâce à la pluie qui fait rouiller les ennemis. Et les deux amoureux peuvent se rejoindre sous un moulin et des tulipes. Ensemble dans la météo, c'est également une histoire d'amour totalement rigolote cette fois, où la météo joue à nouveau un rôle. Avec Jean-Henri, George Pál nous raconte une légende américaine qui ne finit pas très bien, mais qui nous raconte à nouveau une histoire de lutte entre la nature et la machine. Et avec Jasper dans la confiture en 1946, on a de nouveau un concert. En tant que série de stop motion, Puppet Toons c'est vraiment incroyable. Techniquement et esthétiquement superbe, et en tant que cartoon, vaut à peu près le coup, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes et qu'ils sont courts. Ils sont tous très beaux et se surprend plusieurs fois à rire à des gags, sans compter son esthétique très particulière si vous êtes un habitué des cartoons. Mais en 1939, on a également eu un long métrage. Il s'agit de l'adaptation par Alexandre Ptouchko de La Petite Clé Dorée d'Alexis Tolstoï, le cousin de Léon. Ptouchko avait déjà réalisé un court et un long métrage de propagande soviétique qui nous sont parvenus. Il se distingue par sa grande maîtrise du remplacement de tête, son mélange d'animation et de prise de vue réelle, et sa maîtrise de l'art cinématographique. Alors si vous êtes comme moi et que La Petite Clé Dorée ne vous dit rien, vous allez peut-être aborder le film en vous disant « Chouette, une histoire que je ne connais pas ». Et en effet, au début, tout se passe bien, on découvre un mignon petit village. Bon, le montreur de marionnettes nous rappelle un peu quelqu'un, mais c'est peut-être une coïncidence. Quand tout à coup... Ой, Non. Non, tais-toi. ну чего вы? Non. Et si, c'est en fait une réappropriation par les Russes de Pinocchio. Avec Geppetto qui fabrique un pantin à partir d'une bûche qui parle, et Stromboli qui possède des marionnettes. Bon, il y a aussi une clé dorée qui mène Pinocchio et ses amis dans un monde magique, mais j'avoue que ne parlant pas russe, j'ai bien vite été perdu dans l'histoire.
Les décors et effets techniques restent toutefois très appréciables, avec les différents jeux de perspective, de marionnettes et plein de petites astuces qui font plaisir à voir. Au niveau du casting, à part l'assistant de Stromboli qui est joué par Sergueï Martinson et qui aura une longue carrière, les autres acteurs resteront à peu près inconnus. En raison de la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Ptouchko laissera du côté l'animation, mais il continuera à adapter des contes pour enfants en prise de vue réelle et recevra de nombreux prix et décorations, notamment pour Le Géant de la Steppe en 1956. C'est tout pour les grands du stop motion à l'aube et pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres. Et à bientôt. Bisous.